Bonjour tout le monde encore une fois. Aujourd'hui, c'est notre quatrième séance. On va voir, Inch'Allah, on va continuer plutôt à comprendre le mécanisme de fonctionnement du framework Angular. Donc, la dernière fois, on a fait un petit tour de découverte du framework Angular. On a vu c'est quoi exactement ce framework-là, de quoi il s'agit, pourquoi le choix de Angular, pourquoi si on choisit de travailler avec ce framework, quelles sont les justifications qu'on peut donner pour travailler ce framework. On a vu l'historique et les différentes versions et les différents noms de versions. Ensuite, on a passé à l'installation de l'environnement. On a vu les outils nécessaires pour faire tourner ce framework sur une machine. Et on a vu comment créer un premier projet. D'accord? Et ensuite, on a commencé à découvrir le contenu de ce projet par défaut. Qu'est-ce qu'il contient comme fichier? Et on va enchaîner maintenant avec le mécanisme et le rôle de chaque fichier, si on veut dire, euh, dans le lancement du framework. D'accord? Donc, comment ça fonctionne? Je vais reprendre, à la fin de la séance, à la fin de la dernière séance, on a commencé cette présentation. Je dois partager mon écran tout d'abord. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de voir mon écran? Hmm? Est-ce que... Oui, monsieur. D'accord, parfait. Donc, on a démarré cette présentation à la fin de la dernière séance où on a expliqué comment ce framework il fonctionne. Je vais reprendre un peu cette présentation et ensuite enchaîner avec la suite. Donc, l'objectif de plutôt le plan de cette fonction, ça va être les principes de base du framework Angular. C'est quoi TypeScript et comment l'utiliser. Donc, on va reprendre quelques principes qu'on a vus déjà la dernière séance et comment ça fonctionne, comment ça tourne à l'intérieur du framework, le mécanisme de fonctionnement du framework. Voilà. Donc, on a dit un petit rappel sur les notions vues la dernière fois, donc qu'une application Angular, c'est un ensemble, on peut dire que c'est un ensemble de components. Donc, c'est un ensemble de components. Ici, il y a quelques mots-clés qu'il faut retenir. Donc, ces mots-clés, ils sont nécessaires pour pouvoir travailler avec le framework. Donc, le premier mot-clé, c'est component. Donc, une application, c'est un ensemble de components donc, qui sont organisés dans des modules. D'accord? Donc, il y a la notion de modularité qui est schématisée dans les modules, ce qu'on appelle ng models, donc les modules Angular. Donc, mais le noyau de base, si on veut dire, ou bien les briques avec lesquelles on construit une application, ce sont les components. D'accord? Donc, dans une application, on ne peut pas créer une application sans aucun component. Il faut qu'il y ait au moins un component et au moins un module. D'accord? Et après, ça dépend du besoin, si on a besoin de plusieurs modules ou non, mais généralement, on divise l'application dans des modules. Chaque module contient des components et chaque component est indépendant et a sa propre indépendance et son propre code, son propre template, ainsi de suite, ce qu'on va voir après. Donc, dans une application, il y a au moins un module qui s'appelle root module. Donc, c'est le module racine qui doit héberger toute l'application. Tous les autres modules vont être appelés à travers ce module-là. Donc, c'est le module qui va assurer l'amorçage et le démarrage de toute l'application. D'accord? Donc, ce module-là est appelé app module
et il est créé par défaut dans une application lorsqu'on crée une nouvelle application Angular, d'accord? Et après, ça dépend du besoin. Si on a besoin de diviser l'application en des différents modules, on peut créer ce qu'on appelle feature modules, donc des modules de fonctionnalité, d'accord? Si on veut dire un module, chaque module peut contenir une entité fonctionnelle. Par exemple, si on a une application par exemple, de facturation, on peut trouver un module pour les produits, un module pour les fournisseurs, un module pour les clients, ainsi de suite. Là où chaque module, il contient les components relatives à chaque entité fonctionnelle, d'accord? Par exemple, dans les produits, on peut trouver des modules qui permettent de créer la page d'ajout, des modules qui permettent de créer la page de modification, d'affichage et ainsi de suite, d'accord? Mais l'essentiel que on ne peut pas créer une application sans aucun module. Donc il y a un module par défaut qui s'appelle root module que vous pouvez voir dans vos projets. Lorsque vous créez un projet, vous trouvez dans le dossier SRC puis dans le dossier app un module qui s'appelle app module, d'accord? Et c'est le module racine de toute l'application. Euh, Ensuite, comment on reconnaît un module? Donc chaque module, les modules, ils sont reconnus grâce au décorateur ng module. Donc ce décorateur, il précède la déclaration de la classe module, d'accord? Et qui permet à Angular de dire que cette classe, c'est un module. Donc bien sûr, ce décorateur est utilisé pour spécifier ou bien pour préciser quelques métadonnées, d'accord, qui vont permettre à Angular de manipuler et de travailler avec ce module-là. D'accord? On va voir après dans la syntaxe comment écrire ces métadonnées. Bien sûr, les fonctionnalités qu'on définit dans chaque module peuvent être importées et exportées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on peut importer dans un module les fonctionnalités qui sont définies dans un autre module et dans le module qu'on est en train d'utiliser, on peut exporter les fonctionnalités pour pouvoir les utiliser dans un autre module. D'accord? Donc voilà, c'est ce qui fait la notion de modularité. C'est un avantage, bien sûr, que présente Angular par rapport à d'autres frameworks ou par rapport à un développement natif. Donc, pourquoi cette notion de modularité? Pourquoi on crée ce qu'on appelle des feature modules ou bien des modules fonctionnels? C'est tout d'abord, dans le premier avantage, si on divise une application, on va gagner en termes de performance et en termes de simplicité. D'accord? Chaque application, si elle est divisée en des petits modules, ça sera plus simple de se concentrer sur chaque module et le développement va être plus simple. Et bien sûr, après la maintenance, s'il y a un problème de quelque part, on peut cerner le problème dans un module à part où on peut le corriger plus rapidement, par exemple. Il y a aussi l'avantage de réutilisabilité. Donc, comme on a dit, chaque module peut être réutilisé. Les fonctionnalités qu'on a définies dans chaque module, ils peuvent être réutilisés dans un autre module. Et il y a aussi l'avantage, ce qu'on appelle la technique de lazy loading. Donc, le lazy loading, c'est une technique qui permet de ne pas charger tout le code de l'application et d'attendre jusqu'à ce qu'il soit sollicité. Par exemple, si on a une grande application et qu'on n'a pas défini des feature modules, c'est-à-dire on a créé toute l'application dans le module root, et c'est faisable, bien sûr, on peut le faire. Lorsqu'on va ouvrir l'application, lorsque l'utilisateur il va ouvrir l'application, toute l'application, tous les fichiers, toute l'application, elles seront chargées dans le navigateur du client, d'accord? Et ça va prendre beaucoup plus de temps, donc ça va alourdir le chargement, d'accord? Lors du démarrage, ça veut dire le chargement, ça va être un peu en retard par rapport à la technique de lazy loading. Donc, la technique de lazy loading, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque on crée une application, une grande application est divisée dans des modules, on peut définir
une stratégie pour dire que le module, il n'est chargé dans le navigateur que lorsqu'il est sollicité, que lorsque l'utilisateur, il clique sur le lien qui permet d'ouvrir ce module-là. D'accord? Donc, du coup, on gagne du temps et on fait une optimisation sur le temps de chargement de l'application. D'accord? Donc, c'est un parmi les avantages qu'on peut trouver avec la notion de feature modules ou bien les modules de fonctionnalité ou bien le module fonctionnel si on veut euh, présenté avec le framework Angular. D'accord? Donc c'est un peu ça la notion de modularité, comment on crée une application. Donc pour récapituler, donc une application est un ensemble, au moins c'est un module ou bien un ensemble de modules, mais il y a au moins un seul module qui doit exister, qui est présent par défaut dans l'application, qui s'appelle app module. Donc par convention, il l'appelle app module. Donc on peut rajouter d'autres modules, des modules fonctionnels qui peuvent héberger des fonctionnalités indépendantes, des entités fonctionnelles indépendantes et qui peuvent être intégrées dans le app module. D'accord? Et bien sûr, chaque module, il contient un ou plusieurs components. D'accord? Donc, il y a au moins un component qui doit exister et on peut rajouter bien sûr autant de components qu'on veut et ce qu'on appelle le building blocks, donc les éléments de construction d'une application, ce sont les components. Les modules, c'est une technique d'organisation. C'est pour organiser les components. Donc, on doit trouver au moins un component qui existe avec le app module. D'accord? On a dit qu'il y a au moins app module. Il y a au moins le root component ou bien le app component qui existe aussi avec ce module-là. Donc, ce component, il va être la racine d'une hiérarchie de components. D'accord? On a dit qu'après, on va rajouter plusieurs components pour enrichir l'application. Donc, la racine de cette hiérarchie de components, elle est le app component ou bien le component root, le component racine. D'accord? Tous les components qu'on va rajouter dans l'application, ils vont être rattachés à ce component-là. Donc, si on ouvre un peu l'application qu'on a créée la dernière fois, donc on va ouvrir un peu l'application qu'on a créée la dernière fois. Donc, on trouve dans le dossier src, app. Donc voilà, celui-là, c'est le app module. Donc c'est le module root, le module racine, qui va héberger toute l'application. On va voir après comment ça fonctionne. Et ici, il y a le app component. Donc vous pouvez voir, il y a 4 fichiers qui construisent le component. Donc le plus important, c'est le app component.ts. D'accord? Donc ici, c'est le fichier TypeScript du component. D'accord? Donc celui-là, c'est le component root qui va héberger toute l'application. Donc, tout component qu'on va créer après, il va être un fils de ce component-là. D'accord? Pour qu'il soit affiché, donc tout component qu'on va créer après, pour qu'il soit affiché, il doit passer par ce component, sinon il ne pourra pas être affiché dans l'interface de l'application. Donc voilà, ce sont l'app module, c'est le module root, d'accord? Et le app component, c'est le component root aussi de l'application. Donc, une application, elle peut être créée totalement dans ces deux éléments-là, c'est-à-dire ce module et ce component. Mais pour être plus efficace et pour profiter des avantages du framework, on doit, on doit passer par la notion de modularité et créer un component pour chaque partie de l'interface. J'espère que c'est clair, hein. Bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, hein. S'il y a, s'il y a une remarque, une intervention à n'importe quel moment, n'hésitez pas à intervenir. Donc, on continue.
Donc, un component, qu'est-ce qu'il contient? Donc, le component, il contient une classe TypeScript pour définir le comportement, le business logic du component. D'accord? Donc, c'est le classe TypeScript, c'est le fichier TS qu'on venait de voir, plus un template HTML, plus un style CSS. D'accord? Donc, c'est ce qui construit le component. D'accord? Donc, on peut trouver, comme vous voyez ici, chaque component, il y a le appComponent.ts, c'est la classe TypeScript, donc la classe appComponent, qui va permettre de définir le comportement du component. Qu'est-ce qu'il va faire, ce component-là? Ensuite, le fichier HTML, c'est le template qu'on va voir. C'est le template, c'est l'interface que le component permet de créer. D'accord? Donc voilà, c'est l'interface HTML. Et finalement, le fichier CSS si on veut rajouter du CSS. Mais le plus important ici, c'est la classe TypeScript pour le comportement, le business logic relatif au component, et le template HTML pour définir l'interface ou bien le view qu'on va voir. D'accord? Donc ce sont les deux fichiers les plus importants. On peut s'en passer du CSS, par exemple, pour travailler avec une autre chose, ou bien sûr, ici, le fichier spec.ts, c'est pour les tests unitaires. Donc, ça va être un autre sujet, un autre niveau de cours qu'on ne va pas voir pour le moment. D'accord? Voilà, donc, je vais essayer de faire le rapprochement à chaque fois entre les slides et le projet qu'on a créé. Donc, comment ça fonctionne un component? Donc, le component, il fait l'évaluation de ce qu'on appelle les directives. On va voir après ce que c'est qu'une directive. Donc, pour qui sont entrés en retard, j'ai dit qu'il y a plusieurs mots techniques ou bien le champ lexical du framework, on doit l'apprendre petit à petit. Donc, on a commencé par le mot component, le mot module. Donc, ici, on a directives. Donc, et moi, dans la présentation, j'essaye de garder toujours les mots techniques ou bien le champ lexical du framework dans le langage original, c'est-à-dire en anglais, pour éviter les mauvaises interprétations et peut-être des mauvaises traductions des mots techniques. Donc, directive, c'est pas une directive, c'est une directive. Peut-être que j'utiliserai le mot directive pour expliquer une autre chose. Donc, pour éviter ce genre de chevauchement, donc je garde toujours les mots techniques avec la langue anglaise. Comme ça, c'est plus efficace. Donc, il y a l'évaluation de ce qu'on appelle les directives et la résolution des bindings. Donc, binding, c'est comment se fait l'échange entre la classe TypeScript et le template, d'accord, afin que la classe arrive à modifier le template. Donc, l'objectif finalement, c'est d'afficher un component. Son objectif, c'est d'afficher quelque chose. D'accord? Comment ça se passe? Donc, il y a dans la template des directives et l'échange se fait entre la classe TypeScript et le template à travers des bindings. Donc, tout ceci va générer un template qui va être affiché. D'accord? Donc, c'est un peu ça le fonctionnement à l'intérieur d'un component. D'accord? Donc, un component, il y a la partie business logic et la partie données qui existent dans la classe TypeScript. Il y a la partie HTML, le template HTML qui existe dans le fichier HTML. Donc, il y a des mécanismes qui permettent de travailler sur le template et de lui faire passer des données ou bien recevoir des données à partir du template. Donc, tout ceci grâce à ce qu'on appelle le binding et les directives pour pouvoir finalement modifier l'interface que l'utilisateur il va voir à la fin. D'accord? Voilà. Donc, les components, ils permettent de définir les interfaces, les views. D'accord? C'est pour cela qu'il y a un template qu'on est en train de manipuler avec la classe TypeScript. D'accord? Et d'autre part, on utilise les services. D'accord? En background, en arrière, on utilise les services. Donc, les services, en fait, c'est quoi? Ce sont des fichiers qui contiennent une business logic indépendante. D'accord? Indépendante des interfaces, je veux dire. D'accord? C'est ça, indépendante, qui n'appartiennent à aucune interface. Une logique métier qui
qui ne peut pas être affiché dans une seule interface. Ça peut être partagé entre plusieurs components. Par exemple, si on veut faire, par exemple, une requête sur la base de données pour extraire une telle donnée. Donc, ceci, il vaut mieux que ça se fait dans un service pour que ce soit indépendant et pour que ça soit partageable entre les components. Si un autre component nécessite de faire la même requête, on n'est pas obligé de reprendre le code. D'accord? Comme ça, on fait appel au service et le service, il va nous fournir ce service, entre guillemets, si on veut dire, pour qu'on puisse bénéficier du même code sans pouvoir pour autant le réécrire encore une fois. D'accord? Donc, les services, donc chaque service, il est reconnu avec le décorateur injectable. D'accord? Donc, pourquoi ce décorateur? Pour dire qu'il peut être injecté comme dépendance dans n'importe quel component. D'accord? Donc, c'est une injection de dépendance, ce qu'on appelle dans Angular DI ou bien Dependency Injection. D'accord? Qui permet, ça permet d'être plus efficace. D'accord? Et plus souple dans le développement. D'accord? Ça permet par exemple d'éviter aux components de chercher les données dans la base de données, dans le serveur de base de données. C'est au service de le faire. Par exemple, si on veut valider les inputs d'un utilisateur, donc on peut le faire dans un service. D'accord? Voilà, donc ce sont des tâches qui sont indépendantes, d'accord, et qui peuvent être réutilisées dans plusieurs components. Donc, il vaut mieux les déléguer, si on peut le dire, les déléguer à un service, d'accord? Et ce service-là, il va se charger de cette tâche-là, d'accord? Et comme ça, on peut profiter d'une classe indépendante qui peut être réutilisée n'importe où, d'accord? Et qui fait toujours la même chose, d'accord? Donc, on va bien sûr revenir après plus en détail sur le service et comment le créer, comment faire l'injection de dépendance dans les components. On passe à l'explication du mécanisme. Donc, comme on a dit la dernière fois, la configuration par défaut, vous n'êtes pas obligé de la modifier et je vous déconseille de la modifier, de laisser la config par défaut telle qu'elle est, d'accord? Parce que c'est la configuration optimale choisie par les créateurs du framework. Donc, on a vu que le dossier Node Modules, il contient les dépendances, d'accord? Les dépendances Node qu'on installe avec npm, d'accord? Si on fait npm install, il va télécharger et installer les dépendances. Bien sûr, les dépendances sont listées dans le fichier package.json. Donc, ce package-là, donc package.json, c'est le fichier qui permet de définir la liste des dépendances. Donc, lorsque on lance la commande npm install, npm, il va chercher ce fichier-là, package.json, il va lire la liste des dépendances qui sont définies dans ce fichier-là et il va les installer dans le dossier Node Modules. Donc, les dépendances et les packages de dépendances sont installés dans ce dossier-là Node Modules. Le code source de l'application est hébergé dans le dossier src, d'accord? Donc, c'est le code source de l'application. Et tout le reste, ce sont des fichiers de configuration, d'accord? Des fichiers de config qu'on va toucher très rarement. Donc, la majorité du temps, on va la passer dans le dossier src, d'accord? C'est le dossier où vous allez passer la majorité de votre temps à faire le développement. Le reste, les fichiers de configuration, rarement qu'on va les toucher pour faire une modification quelque part, surtout des configurations plutôt. Donc voilà, c'est l'arborescence qu'on trouve par défaut dans le projet. On va maintenant passer à ouvrir le dossier src, puisque le dossier qu'on va utiliser le plus. Donc le dossier src, il contient un fichier HTML, donc l'index.html. Donc, comme on a dit la dernière fois, Angular permet de créer
ce qu'on appelle single page application, d'accord? Une application monopage. Donc, l'index.html est la seule page HTML qui va exister dans le projet. Donc, c'est la page qui va héberger toute l'application, d'accord? Donc, c'est la page qui va être le receveur de tout le code qu'on va écrire, d'accord? Toute l'application va être injectée dans ce fichier-là, d'accord? Donc, si on ouvre le fichier index.html, voilà, donc c'est tout ce qu'on va avoir comme code dans ce fichier-là, pas plus que ça, d'accord? Donc, et le plus important dans ce fichier, c'est le uproot, donc cette ligne-là. Cette ligne-là, c'est la ligne la plus importante, d'accord? C'est la ligne qui va permettre de dire, comme on va voir après, l'application va être hébergée ici, d'accord? C'est la ligne la plus importante dans ce fichier. On va voir après pourquoi on doit écrire cette ligne-là. Ensuite, on a le dossier app qui contient l'application. D'accord? Le dossier app contient toute l'application qu'on va créer. Donc, si on va créer après des modules ou bien des components ou n'importe ou des services par exemple, donc tout va être dans le dossier app. D'accord? Donc ici, on a d'autres fichiers qu'on va voir, qu'on ne va pas solliciter, mais on va les expliquer quand même. Dans le dossier app, on commence par le module principal ou bien le module racine, le app module, comme on vient de dire, c'est le module noyau de toute l'application. Donc, toute l'application est gérée à travers ce module-là. On a après le fichier appcomponent.ts, c'est le fichier qui contient la classe TypeScript du component principal ou bien du component racine, d'accord? Donc, c'est le component qui va héberger toute l'application. Donc, on va voir après son utilité. Et aussi, on a le fichier appcomponent.html, c'est le template du component principal. Et le appcomponent.ts, c'est le fichier CSS du component principal. Et comme on a dit, le fichier spec, c'est pour les tests. Donc voilà, en gros, si on veut passer très vite sur les fichiers là, donc l'assets, il va contenir tout ce qui est images et autres qui vont être utilisés dans l'application. Style.css, si on veut définir des styles généraux sur toute l'application, on peut les écrire ici. D'accord? On peut ouvrir ce fichier styles.css pour écrire un style qui va être utilisé sur toute l'application, on peut le faire. Donc, c'est ici le fichier echo pour l'icône qui va être utilisé. Donc, voilà, donc les plus importants sont les fichiers qui sont dans le dossier app. Donc, ce sont les fichiers les plus importants. Donc, on a dit qu'on va utiliser TypeScript dans l'application. Donc, dans Angular, généralement, on utilise TypeScript. Donc, TypeScript, c'est un langage de programmation open source qui est développé et créé par Microsoft et maintenu aussi par Microsoft. Pourquoi on a créé TypeScript? Donc, TypeScript est créé dans le but d'améliorer et de sécuriser la production du code JavaScript. D'accord? Donc, le code JavaScript, pour travailler sur des applications un peu solides et un peu costauds, n'est pas le bon choix, malgré qu'il est si on veut dire, le couteau suisse aujourd'hui de toute l'application, donc de tout projet de programmation. On peut trouver aujourd'hui le JavaScript dans les applications de bureau. On peut le trouver dans le machine learning, on peut le trouver dans le back-end, on peut le trouver dans le front-end. On trouve JavaScript partout maintenant, malgré qu'il n'est pas un langage qui est solide pour faire le développement. C'est pour ceci que TypeScript a été créé. Donc, c'est pour améliorer et sécuriser la production de TypeScript. On dit que TypeScript, c'est un surensemble. Donc, c'est la définition du TypeScript. C'est un superset de JavaScript. D'accord? Donc, c'est un
langage créé sur la base de JavaScript pour donner plus de fonctionnalités à JavaScript. D'accord? Donc, des fonctionnalités, par exemple, on sait tous que JavaScript n'est pas un langage typé. Ou si on veut dire, c'est un langage faiblement typé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une variable, elle peut changer de type à l'intérieur du code. On peut déclarer une variable sans aucun type, d'accord? Et même si on affecte une variable d'un tel type à une valeur d'un tel type à une variable, on peut ensuite facilement changer la valeur et même le type de la variable, d'accord? Donc c'est un langage faiblement typé ou non typé. Donc avec TypeScript, on donne du type aux variables. Donc, c'est-à-dire qu'une variable, elle doit créer dans un type donné. D'accord? Et bien sûr, les fonctions aussi, les fonctions sont considérées comme des variables un peu spéciales dans JavaScript. Donc, on peut donner aussi des types aux fonctions. Par exemple, JavaScript, comme j'ai dit la dernière fois, n'est pas un langage orienté objet. C'est un langage orienté prototype. Malgré que la syntaxe de classe, elle existe dans le ES6, hein. Donc, dans la version ES6 de JavaScript, il y a la syntaxe de classe, où on écrit classe, constructor, on écrit les méthodes, ainsi de suite. D'accord? Mais c'est juste une interface, d'accord, de programmation. Et derrière, le raisonnement que ça se fait, c'est sur la base de prototypes. D'accord? TypeScript, il offre la notion de classe et la notion d'interface aussi, d'accord, pour donner plus de solidité au code JavaScript, d'accord. Et bien sûr, il y a plusieurs autres avantages à utiliser dans l'utilisation de TypeScript. Aujourd'hui, TypeScript, on le trouve, ça a commencé avec le framework Angular. Angular est écrit avec TypeScript et on doit utiliser TypeScript à l'intérieur d'Angular. Aujourd'hui, React aussi donne TypeScript dans le framework. Donc, on peut utiliser TypeScript dans React, dans Vue aussi. Donc, la version 3 de Vue, elle contient un TypeScript. Donc, c'est un langage qui va avoir un avenir, je pense, d'après ce qu'on est en train de remarquer sur le web et dans les sites spécialisés. Ça va être un langage qui va être utilisé beaucoup dans le futur. Donc, pourquoi cette utilisation ou comment après ça se passe? Donc, chaque code TypeScript qu'on crée, il va être compilé et traduit dans un code JavaScript. Bien sûr, pourquoi? Parce que le navigateur qui va exécuter l'application, il ne comprend pas TypeScript, il comprend JavaScript. Donc, on utilise TypeScript juste pour, comme on a dit, améliorer la production du code. C'est-à-dire, lors de développement, on a plus de possibilités, on a plus de fonctionnalités que JavaScript, mais après, ça va être compilé et traduit dans un code JavaScript. D'accord? Donc, pour ceci, tout code JavaScript qui est correct, il peut être utilisé dans TypeScript. D'accord? Donc, TypeScript, il ne limite pas JavaScript, mais au contraire, il offre plus de fonctionnalités. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut utiliser n'importe quel code JavaScript dans TypeScript tant que c'est un code correct. Ça doit être un code correct. Voilà. Donc, bien sûr, le TypeScript ici dans Angular, s'il y en a quelqu'un qui connaît déjà TypeScript, ça va être un avantage, d'accord? Un avantage dans le développement, mais ça n'empêche, si c'est la première fois que vous allez l'utiliser, vous allez avoir le temps de le découvrir, d'accord? Et de l'apprendre petit à petit. Finalement, c'est un langage de programmation. Donc, Monsieur, juste une question. et Objet ou non? كيفاش؟ JavaScript, c'est différent de l'alignement orienté objet. اي orienté prototype اي Est-ce que, صوتك est-ce que TypeScript, معناها orienté objet, اي bien sûr هذاك علاش هما عملوه على خاطر ça donne plus de d'accord, معناها on peut créer des classes avec les interfaces avec toutes
les principes de l'orienté objet, on peut le faire avec TypeScript et après, ça va être traduit dans JavaScript. D'accord? On n'est pas obligé. Par exemple, dans JavaScript, on peut pas appliquer les règles de l'orienté objet parce que c'est un langage qui n'est pas orienté objet. Par exemple, malgré qu'il supporte la syntaxe. Lorsque tu fais, par exemple, construct ou bien class, il accepte cette syntaxe-là. Mais c'est pas les règles de l'orienté objet. Par exemple, si on veut appliquer les règles de l'encapsulation dans JavaScript, on peut les écrire, il va les accepter, mais la règle même elle ne va pas être appliquée. D'accord? Lorsqu'on fait private ou bien public ou bien autre, ça va pas être efficace dans JavaScript. D'accord? D'accord. Donc, la dernière fois, si vous vous rappelez, on a lancé le serveur. D'accord? Donc, le serveur, ça se lance avec, si vous vous rappelez, cette commande-là. Donc, ng serve-moi O. Donc, il va faire la compilation de notre code et il va lancer l'application sur un serveur de développement local. D'accord? Donc là, il commence la compilation. Voilà. Donc, et il nous ouvre l'application sur l'adresse localhost 2.4200. D'accord? Donc, ce qu'on va voir maintenant, qu'est-ce qui se passe pour qu'on voit cette interface-là? Comment le framework il va tourner dans l'intérieur pour nous faire sortir cette interface-là. D'accord? Donc, on a tout d'abord le fichier main.ts. D'accord? Donc, le fichier main.ts, c'est le premier fichier qui va être exécuté dans l'application. D'accord? C'est le premier fichier qui va être exécuté. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le fichier main.ts? On trouve dans la ligne 11 un appel, d'accord, du app module. Donc, normalement, vous vous souvenez du app module. Donc, on a dit que app module, c'est le module root, le module racine de l'application. Donc, ici, on trouve dans le main.ts qu'il va amorcer le app module. Donc, ici, Bootstrap, c'est pas le framework Twitter Bootstrap. Hein. Donc, le mot Bootstrap ici, ça veut dire amorçage. D'accord? C'est to bootstrap. To bootstrap, c'est-à-dire amorcer, le verbe amorcer. Donc, on va amorcer ou bien démarrer, si on veut dire, le module. Dans quel module on va démarrer? On va démarrer le app module. D'accord? Donc, le app module, bien sûr, d'où est-ce qu'on va le chercher? On va le chercher à travers cette ligne-là, cette ligne d'importation. On va importer l'app module, d'accord? Depuis /app module. D'accord? Donc, on importe l'app module et on va le amorcer, on va le démarrer. D'accord? Donc, ici, on est sûr qu'on va lancer le app module en premier. D'accord? Donc, le app module, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Donc, si on passe l'app module. Donc, le app module, il va à son tour faire l'amorçage d'un component. D'accord? Lorsque le app module il va démarrer, il va faire démarrer un component. D'accord? Donc ce component-là, bien sûr, c'est le component root, le component racine, le app component. D'accord? On a dit qu'une application, elle doit contenir au moins un module et au moins un component. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on trouve dans la configuration qu'on démarre le app module comme module racine et le app module, il démarre. D'accord? Donc ici, bootstrap aussi, ça veut dire amorçage. D'accord? To bootstrap, c'est le démarrage ou bien l'amorçage du component qui s'appelle app component. D'accord? Donc, bien sûr, le app component, c'est tous ces fichiers-là. Hein. Donc, comme vous voyez ici, l'app component, on va l'importer dans la ligne 4. Donc, import app component from. Donc, dans le même dossier, on va faire appel à app.component.
component, c'est-à-dire ce fichier, la app component.ts. Ici, on ne met pas l'extension .ts parce que toujours on fait l'importation du app.ts. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Donc, la première chose, c'est lors du démarrage du Angular, c'est le main.ts qui va démarrer en premier. Le main.ts, il va lancer l'app module, d'accord? L'app module, il va être lancé et il va lancer à son tour l'app component, d'accord? Et le app component, il va être chargé, d'accord? Donc le app component, qu'est-ce qu'il contient maintenant? Donc le app component, il contient la définition du component. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la définition du component? On trouve ici l'exportation de la classe app component, d'accord? Donc c'est ce qui permet de l'importer dans d'autres fichiers. Donc on va exporter la classe app component et on trouve le décorateur add component. C'est le décorateur qui va permettre de dire que cette classe là c'est un component, d'accord? Donc ici cette classe c'est une classe comme n'importe quelle classe, d'accord? Ce qu'il va la distinguer des autres classes, c'est le décorateur qui la précède. D'accord? Ce décorateur-là, il va permettre de dire à Angular que cette classe-là, c'est un component. D'accord? Donc, et ça permet de définir des métadonnées, d'accord, comme le sélecteur, où le template existe, où les fichiers de style existent. D'accord? Donc, c'est les métadonnées relatifs à ce component-là. D'accord? Donc, voilà, donc ce sont les fichiers qui vont définir le component qu'on est en train de voir. Hein. Bien sûr, au niveau de l'index.html, on a ce approot. Donc, ce approot, c'est quoi? Le approot, c'est, si on revient sur le component ici, vous pouvez voir qu'il y a le sélecteur approot. Est-ce que vous voyez ce sélecteur-là? Donc, ce sélecteur, c'est le sélecteur qui va permettre d'intégrer le component dans un template. D'accord? Donc, n'importe quel component, pour qu'il soit intégré dans un autre component ou bien dans un template ou pour qu'il soit affiché, il doit être appelé par son sélecteur. Puisque ici, on est dans le app component, c'est-à-dire le component racine de toute l'application. Donc, ce component, j'ai dit tout à l'heure qu'il va héberger toute l'application. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on le trouve sur le fichier index.html. Donc, ici, on a fait appel à approot. Approot, c'est le sélecteur du app component, d'accord? Et comme ça, le component, il va être chargé à l'intérieur du fichier HTML. J'espère que c'est clair. Hein? Oui. Très bien. Monsieur. Voilà, donc ici, c'est le mécanisme, comment ça fonctionne. Hein? Le app component.ts, on a, voilà ce que je venais de dire, le sélecteur qui est utilisé pour, dans le fichier index.html. Voilà, donc c'est ce qui permet de voir cette interface-là lors de la création. Donc si, par exemple, ce qu'on est en train de voir ici, donc vous savez maintenant que ça existe dans le template HTML du component, d'accord? Donc si on va dans le app component.html, d'accord? Et on va supprimer tout ceci. Donc je vais dire, par exemple, H1 app component. Donc ici, vous allez remarquer que si je vais faire l'enregistrement, le serveur, il va faire la compilation et recharger la page automatiquement. Donc ce qu'on appelle le hot reload dans les serveurs de développement. D'accord? Donc la fonctionnalité de hot reload, c'est quoi? C'est une fonction, c'est une fonctionnalité qui permet de
de faire la compilation et de relancer l'application lorsqu'elle détecte un enregistrement d'une modification dans le code. Donc la compilation est lancée automatiquement et voilà, donc la page est rechargée. D'accord? Donc vous pouvez voir maintenant que lorsque j'ai modifié le template HTML du component, le contenu de la page a changé. D'accord? Donc bien sûr, si on affiche le code source de la page, on va trouver uniquement l'uproot. D'accord? On trouve le uproot avec des fichiers JavaScript qui vont permettre d'injecter tout le contenu après dans ce uproot-là. D'accord? Donc, on a dit que le app component, c'est le component racine. Toute l'application doit passer par ce component-là. D'accord? Tout autre component qui va être affiché, il doit être intégré dans ce component-là. On ne peut pas s'en passer de ce component. D'accord? Donc, bien sûr, c'est pour cela qu'il est le seul component référencé dans l'index.html. D'accord? Et tous les autres, ils vont être injectés à l'intérieur de ce component-là. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Parfait. Donc, voilà. Donc, c'est le mécanisme de base de Angular. Comment on lance l'application à travers le main.ts. Le main.ts va faire appel à l'app module. Le app module, il va faire appel au component et le component va être chargé dans l'index.html avec son template et son code TypeScript. D'accord? Ben, donc, pour commencer, si vous n'avez plus de questions, on va passer à autre chose. Donc, comme ça, on a compris le mécanisme de fonctionnement. On va voir comment installer Bootstrap, Twitter Bootstrap. Maintenant, on va parler de Twitter Bootstrap, donc comme dépendance dans l'application. Donc, j'ai dit la dernière fois qu'on ne va pas perdre du temps à créer des styles et autre chose. Donc, juste on va utiliser Twitter Bootstrap dans le projet. Après, dans vos projets, si vous voulez utiliser autre chose, vous êtes libre, bien sûr. Ça va être la même technique qu'on va utiliser maintenant pour installer Bootstrap que vous pouvez utiliser avec les autres outils. Par exemple, je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui veut utiliser Tailwind, par exemple, je ne sais pas quoi, il peut l'intégrer de la même façon presque. Donc, pour pouvoir installer Bootstrap, on va dans le projet dans lequel on souhaite installer et on lance la commande npm install Bootstrap. Bien sûr, cette commande-là, elle va télécharger et installer Bootstrap comme dépendance dans le dossier Node Modules, bien sûr, puisque c'est le dossier qui contient toutes les dépendances de notre projet. Donc, en plus de l'ajout de cette dépendance dans le dossier Node Modules, on doit faire une configuration après pour que l'application l'application Angular prenne Bootstrap en considération. D'accord? Donc, on va dans le dossier angular.json, c'est le fichier de configuration de l'application Angular. Dans la rubrique styles, dans le tableau de style, on va rajouter, à part cette ligne-là, src/styles.css, j'ai dit tout à l'heure que c'est le fichier de style global à toute l'application, on va pouvoir rajouter la référence de bootstrap.min.css qui existe dans le Node Modules. D'accord? Après avoir référencé Bootstrap, donc vous savez tous que Bootstrap, à part le fichier CSS, c'est un fichier JavaScript aussi. Donc le fichier JavaScript Bootstrap, il utilise jQuery et Popper.js comme dépendance. D'accord? Donc on va devoir installer jQuery et Popper.js pour que le fichier JavaScript de Bootstrap, il fonctionne correctement. D'accord? Pour installer jQuery et Popper.js, on va les installer bien sûr
avec npm install jQuery et npm install popper.js. D'accord? Ça va être aussi des dépendances qui vont être installées dans le node modules. D'accord? On va voir tout de suite comment ça se fait dans la pratique. Bien sûr, ici, on peut installer toutes les dépendances dans une seule commande. On fait npm install bootstrap jQuery et popper.js. Et ça va les ajouter, les trois, dans le dossier node modules. Donc, ensuite, il y a la configuration dans le fichier angular.json. On doit rajouter ces trois lignes-là dans le tableau de script pour que l'application le prenne en charge. Ben, on va voir ce qu'on est en train de faire. Donc ici, idéalement, je suis en train d'utiliser l'invite de commande intégré dans le VS Code. Donc, si vous voulez utiliser des invites de commande indépendantes, vous êtes libre. Donc ici, l'essentiel qu'il faut toujours avoir deux interfaces de terminal. Une interface dans laquelle on lance le serveur et une deuxième sur laquelle on lance les commandes. Donc, on doit toujours avoir deux interfaces. Donc, la deuxième, je vais dire npm install bootstrap jQuery et popper.js. Bootstrap. Voilà. Donc, cette commande-là, elle va télécharger et installer ces dépendances-là. On va attendre la fin de téléchargement. Normalement, ça ne doit pas être lent. Voilà. Monsieur, علاش ما نحطوش لينك اونلاين هكا؟ Oui, ça peut être utilisé. Donc, le link, l'avantage ici, si on fait de cette manière-là, c'est que ça va être compilé et intégré dans le code de l'application. D'accord? Si on fait le link, c'est-à-dire on utilise le CDN, on peut le faire, bien sûr, ce que tu viens de dire est correct. On peut venir ici dans l'index.html et rajouter des CDN. C'est faisable et c'est correct. D'accord? La différence, c'est que ça va rester toujours comme CDN, d'accord? C'est-à-dire un link externe. Et la deuxième méthode, ça va être intégré dans le code de l'application, d'accord? Ça ne va plus être une dépendance à part, mais ça va être une partie prenante de l'application. Mais les deux manières sont correctes. Vous pouvez le faire si vous voulez. D'accord. Donc, voilà. Donc ici, il nous dit qu'il a rajouté jQuery, Bootstrap et popper.js. D'accord? On peut le vérifier dans le package.json. Donc, si on va à package.json, donc j'ai dit tout à l'heure que c'est le fichier qui contient les dépendances de l'application. On peut trouver qu'il y a Bootstrap, jQuery et popper.js qui sont rajoutés ici. Hein. Donc, avant l'installation, il n'y avait pas ces trois lignes-là. Ben, donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'aller à angular.json et les rajouter comme des dépendances dans la config de l'application. Donc, ici, on a le dossier styles. Donc, dans le dossier styles, je vais parcourir node modules. D'accord? Node ZS. Donc, node modules, bootstrap, dist, css et bootstrap.min.css. Voilà. Donc, comme ça, il reconnaît le fichier CSS de Bootstrap et dans les scripts, on va dire node. Excusez-moi, monsieur, c'était quoi la commande pour installer? Donc, on peut. C'est C'est npm install.
npm install, bootstrap, jQuery et Popper. D'accord? Ici, j'ai choisi de faire une seule commande pour installer les 3 dépendances. On peut lancer 3 commandes séparément, hein. On peut lancer npm install bootstrap, après npm install jQuery et après npm install Popper.js. D'accord? Donc ici, bien sûr, Popper n'est pas obligatoire. Par contre, jQuery, il est plus indispensable que Popper, hein. D'accord? Mais je perds rien si je fais l'installation complète pour Bootstrap, hein. Donc, je continue. Donc ici, bien sûr, d'après la documentation, donc si on va à getbootstrap.com, donc juste pour vous faire montrer que dans le listing, si on va lister les dépendances, on doit commencer par jQuery, ensuite Popper et finalement Bootstrap, hein. Donc on va faire l'installation dans cet ordre-là. D'accord? Donc node modules slash jQuery slash dist slash jQuery.min.js. Ensuite, on a node modules Popper.js slash dist slash umd slash Popper. Comment ça s'écrit? Popper.min.js. Popper.min.js. Et finalement, node modules slash bootstrap slash gs cette fois slash tout d'abord bootstrap, voilà, slash dist slash gs slash bootstrap.min.js. Voilà, donc comme ça on a référencé Twitter Bootstrap. Donc maintenant, si on va essayer de l'utiliser, donc si je viens ici par exemple sur le app component, je vais faire un div avec le classe Jumbotron h1 app component pour vérifier que ça marche, hein. App component. Donc, bien sûr, ça ne va pas marcher. Voilà. Bon. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut redémarrer le serveur, hein. Donc ici, le serveur que j'ai lancé déjà, je l'ai lancé avant la modification de fichier angular.json. D'accord? Donc ce fichier et le serveur, il a démarré avec la configuration déjà qu'elle existait avant que je fasse les modifications. Donc pour que le serveur il prenne en considération la modification que j'ai faite, il doit être relancé. D'accord? Donc à chaque fois qu'on modifie le fichier angular.json, on doit relancer le serveur. D'accord? Parce que c'est le fichier de config de l'application, d'accord? Et le serveur, il le prend en considération pour faire la compilation. Donc maintenant, il va prendre en charge les modifications qu'on a fait. Voilà. Et voilà. Donc ici, il est en train d'afficher le Jumbotron qu'on a essayé d'utiliser, hein. D'accord? Donc comme ça, on est sûr que Bootstrap est intégré dans l'application. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord.
Donc, pour récapituler, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on installe les dépendances à travers npm. Donc, npm installe et on mentionne la dépendance qu'on souhaite installer. Ici, on a installé 3 dépendances dans une seule commande. Donc, Bootstrap, jQuery et Popper. Donc, puisque Bootstrap, il va dépendre de jQuery et Popper.js, d'accord? Ensuite, une fois l'installation est finie, on fait la modification du fichier de config angular.json. Dans le tableau de style, on rajoute le fichier CSS de Bootstrap et dans le tableau de script, on rajoute les 3 fichiers JS de jQuery, Popper et de Bootstrap. D'accord? Donc, comme ça, les dépendances vont être compilées et créées avec le code de l'application. Donc, ça ne va pas être une dépendance à part, mais c'est une dépendance intégrée dans l'application. Il y a bien sûr un autre moyen, comme a mentionné votre camarade tout à l'heure, qu'on peut le faire à travers les CDN comme vous avez l'habitude de le faire. Donc, vous pouvez venir ici dans le fichier index.html et rajouter les links, d'accord, vers les CDN comme vous avez l'habitude de le faire. D'accord? Donc, vous avez deux façons et vous pouvez travailler avec la façon qui vous convient. D'accord? Oui. Ben, donc, une fois on a terminé l'installation, on va voir maintenant comment on crée un component. D'accord? Puisqu'on a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, que le building blocks, c'est-à-dire les éléments qui permettent de construire une application Angular, c'est les components. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce point-là, donc how it works. Voilà, donc ici, on a dit que chaque application Angular, c'est un ensemble de components qui sont organisés dans des modules. D'accord? Donc, les éléments de base qui permettent la construction d'une application, ce sont les components. Donc, on va voir aujourd'hui comment on crée les components et comment on affiche ou on intègre les components dans l'application. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et la prochaine fois, on va voir l'organisation dans des modules. D'accord? Donc, ça nous reste l'organisation dans les modules et le routage pour couvrir tous les principes de base. D'accord? Tous les concepts de base d'une application Angular. Il y a, si on veut dire, 4 concepts de base. Il y a les components, les modules, le routage et les services. Donc, ce sont les concepts de base. Après, tout le reste, ce sont des concepts avancés. Mais ces 4 concepts sont les concepts de base dans Angular, si on veut. Bien sûr, si on dit component, ça veut dire on parle de data binding ou directives et autre chose. Donc, ça fait partie des components. Donc, je vais passer à les components. Donc, comment on crée les components? Donc, on a dit que on va voir aujourd'hui dans cette présentation la définition et l'utilité d'un component et comment on crée un component. Donc, dans une application, il y a au moins un component root, un component principal qui va être l'hébergeur de toute l'application. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le app component, c'est le seul component qui est référencé dans le index.html. D'accord? Donc, ça va permettre de connecter toute l'hierarchie de components derrière. Donc, tous les components qu'on va créer après, on a dit qu'ils vont être connectés à ce component-là. Et puisque c'est le seul component qui est hébergé dans l'index.html, d'accord, ça va être le point de liaison ou bien le point de connexion entre toute l'hierarchie de components qu'on va créer après et le DOM du navigateur, d'accord, de la page web, d'accord. Donc, c'est lui qui va faire la liaison entre le DOM et l'hierarchie de components qu'on va créer après, d'accord. Donc, on rappelle qu'un component, c'est une combinaison d'un fichier TS qui est le fichier qui permet de définir la partie data et business logic. Donc, c'est la partie données et logique métier du component. D'accord? C'est la classe TypeScript, le fichier TS. Il y a aussi un template HTML qui permet de définir le view qu'on va voir.
et un style CSS, bien sûr, c'est un fichier, mais personnellement, je ne vais pas l'utiliser. Il y a un problème juste dans l'animation, je m'excuse. Bon, les aléas du direct. Donc 5, ça doit être 3. Voilà. Un component est reconnu grâce au décorateur @component qu'on a vu tout à l'heure et qui permet d'offrir ou bien de fournir des métadonnées, metadata sur le component, bien sûr, comme on a vu tout à l'heure, le sélecteur, où se trouve le template et où se trouvent les fichiers de style. D'accord? Si on dit que cette classe est un component, on a implicitement dit que cette classe possède un cycle de vie. D'accord? Donc, chaque component dans Angular possède un cycle de vie. Donc, le cycle de vie du component, il peut passer de la création, la mise à jour, à la destruction. Bien sûr, ce cycle de vie-là, il va nous offrir des fonctions prédéfinies ou bien des méthodes prédéfinies qui permettent de gérer l'état du component tout au long du cycle de vie. On trouve par exemple des méthodes prédéfinies du genre ng-on-init, ng-on-init pour dire lorsque le component est créé, ng-on-destroy, ng-on, je me rappelle plus de modification, je crois, update ou modify, je ne sais pas. On va le voir tout de suite. Donc, bien sûr, j'ai oublié de vous dire qu'il y a angular.io, le site officiel du framework, la documentation, lifecycle. Google here. Angular component lifecycle. Voilà, donc ng on changes, ng on init, donc ng on do check. Donc ce sont des fonctions ou bien des méthodes prédéfinies, ce qu'on appelle les hooks, d'accord, qui vont permettre de gérer le component dans les différentes phases, d'accord. Il y a principalement 3 phases: création, modification et destruction. Entre ces phases-là, il y a d'autres méthodes qui peuvent être calées entre les phases. Mais principalement, il y a ng on init pour la création, d'accord, ng on change lorsqu'il y a une modification sur le component, et ng on destroy avant que le component il va être détruit et retiré de l'interface, d'accord. Donc ce sont les trois principales phases du cycle de vie. Ça n'empêche qu'il y a des méthodes qui vont être calées entre ces phases-là, d'accord. Donc voilà, donc c'est dans la documentation, il y a life cycle, donc le cycle de vie d'un component, hein. D'accord. Donc c'est le cycle de vie par défaut qui existe dans Angular pour chaque component. Donc il y a aussi la syntaxe de la template. Donc on a dit que un component il contient une template HTML, et cette template là elle va communiquer avec la classe TypeScript, d'accord. Donc la communication se fait avec le principe de data binding, ou la liaison de données, d'accord. Donc ça permet de faire transporter des données depuis la classe vers le template et inversement, d'accord. Il y a principalement 4 techniques de data binding. Il y a string interpolation, il y a property binding, event binding et model binding, d'accord, ce qu'on appelle two-way binding, d'accord. Donc ng model ou bien two-way binding, ce qu'on appelle entre les développeurs banana in the box. On va voir après pourquoi, d'accord. Il y a aussi les directives. Donc les directives, ce sont des instructions qui permettent de manipuler le template, d'accord. Par exemple, on peut faire des boucles
à l'intérieur du template, on peut faire des conditions, des switches, ainsi de suite. Donc, il y a 2 ou 3 types de directives, on va les voir après. Donc, il y a aussi les pipes, d'accord? Donc, les pipes, ce sont des techniques qui permettent de filtrer l'affichage, de donner une certaine allure à l'affichage. On peut, par exemple, mettre une date, par exemple, ou bien une devise, par exemple, lors de l'affichage. Donc, on peut aussi créer nos propres pipes, d'accord? Donc, pour récapituler, les pipes, les directives et le data binding, ce sont les principales techniques utilisées dans le template d'un component, d'accord? On est en train de parler du template d'un component, d'accord? Et bien sûr, dans Angular, si on veut dire everything is a component, d'accord? Toute chose qu'on va créer, c'est un component qui va être créé, d'accord? Une application est peut être divisée de la prochaine sorte. Donc, comment on peut diviser une application? Donc, il y a, si vous voyez ici le contour en orangé ici, c'est le app component. Donc, c'est le component root qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? C'est le component qui va être hébergé dans l'index.html et qui va recevoir toute l'application, d'accord? On a dit que ce component-là, c'est le point de liaison entre l'hierarchie de components qu'on va créer dans l'application et le DOM, d'accord? Donc, tout ce qu'on va créer après, ce sont des components. Par exemple, si on veut créer un navbar, ici, le navbar, ça peut être un component indépendant. Le contenu ici, ça peut être un component indépendant. Side menu, c'est un component indépendant. D'accord? Donc, un component, c'est quoi? C'est une partie de l'interface. D'accord? C'est une partie de l'interface qu'on peut créer. On peut, dans une application, voir plusieurs components à la fois. D'accord? On peut faire des boucles sur des components. D'accord? Donc, chaque élément peut être un component indépendant de l'application. D'accord? Donc, voilà, c'est un peu ça l'idée derrière. Bien sûr, tous ces components-là, donc celui en bleu, celui en vert et celui en vert militaire, si on veut, ils vont être tous intégrés dans le app component. D'accord? Donc, ce app component, il est toujours là. Les autres components, on peut les retirer et mettre à leur place d'autres components. Mais le app component reste toujours là. D'accord? Donc, tout le reste, ce sont des components qui peuvent être créés, modifiés et détruits, si on veut. D'accord? Donc, on peut les retirer et mettre à leur place un autre component. Si je vous donne un exemple, par exemple, le Gmail que vous êtes en train d'utiliser presque tous les jours. Donc, le Gmail, c'est une application créée avec Angular. Donc, lorsque vous ouvrez Gmail, la page, elle va se charger une seule fois. La première fois, lorsque vous chargez, il va faire le loading de l'application dans votre navigateur. Une fois l'application est chargée dans le navigateur, on ne trouve plus un chargement. Toute l'application, elle va être manipulée dans le navigateur à travers les components. Lorsque, par exemple, vous voulez passer du boîte de réception au message envoyé, d'accord? Il va retirer la partie qui permet d'afficher le contenu de la boîte de réception et c'est un component ou un ensemble de components qui permettent de faire l'affichage de la liste de boîtes de réception. Et il va mettre à leur place un component ou un ensemble de components qui permettent d'afficher la liste de dossiers email envoyés, par exemple. D'accord? Par exemple, la partie à gauche, là où il y a les différents dossiers, boîte de réception, spam, ainsi de suite, c'est un component à part qui constitue le menu. En haut, on a par exemple la barre de recherche et tout ce qui est menu, c'est un component à part. Vous avez aussi un component à droite qui permet d'attacher des applications à Gmail. On peut ouvrir Gmail pour que ça soit plus efficace. Voilà, donc vous voyez maintenant, il est en train de charger Gmail. Mais
il est ici en train de faire le loading, d'accord? Il est ici en train de faire le loading, mais une fois le loading est terminé, toutes les manipulations qu'on fait après, ce sont des manipulations dans une même application, d'accord? Dans une même page. Il n'y a plus de chargement de page, il ne va plus modifier la page, d'accord? Donc ici, on peut dire que cette partie-là, ça peut être un component indépendant. Donc cette partie-là, c'est un component indépendant. Cette partie où on affiche les différents messages, c'est un component. Donc par exemple, si je clique sur message suivi ici, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer le component qui contient la boîte de réception et mettre à sa place le component qui contient les messages suivis. Pareil ici, si je vais en attente par exemple, il va retirer le component et mettre à sa place le component qui permet de faire l'affichage demandé. D'accord? Mais tout le reste de l'application, il reste inchangé. Donc les autres components, ils vont rester les mêmes. D'accord? Si on va voir le code source de cette application-là. On va chercher le body. Le body, c'est du CSS, CSS. C'est un peu compliqué en fait le code. Ce sont tous des scripts. Hein. Script. Script. Submit. Bon, il faut chercher la balise. La balise racine. Il y a plusieurs codes CSS, style, script. Bref, donc je n'arrive pas à trouver, je vais la chercher encore une autre fois et vous la montrer peut-être. Mais pour vous dire que l'application, elle est entièrement chargée dans une seule balise. Hein. Une seule balise qui permet de charger toute l'application, tous les components, toutes les fonctionnalités qu'on est en train d'utiliser dans le Gmail, elles sont chargées à l'intérieur d'un seul component et qui est le component root. Hein. D'accord? Monsieur, Gmail, je crois qu'il est développé avec l'ancienne version de Angular. AngularJS. Mais hey, le principe presque c'est le même. Hein. Le principe presque c'est le même. En fait, l'ancienne version, personnellement, je ne l'ai pas utilisée, hein, mais ce que j'ai, d'après les échos sur les forums et tout, c'est beaucoup plus difficile que la version actuelle. Donc c'est Oui, et je crois que la version antérieure, monsieur, utilise JavaScript Ajax, monsieur. ouais, JavaScript Ajax, exactement. TypeScript, il est utilisé dans la nouvelle version. Oui. Ouais, exactement, c'est ça. Bref, donc voilà. Donc juste pour vous expliquer la notion de component et comment ça se passe les choses, c'est chaque élément c'est un component à part, d'accord? Et ce component il peut être créé, modifié, supprimé de l'interface à n'importe quel moment, bien sûr, suite à une interaction avec bien sûr l'utilisateur. Donc un component, donc principalement c'est un template, c'est un view HTML, plus la classe TypeScript qui permet de définir les données et le business logic de l'application, donc data and business logic, plus les métadonnées qui vont être des indicateurs sur le nom du sélecteur du component, le template du component et les fichiers CSS si ça existe. Hein.
D'accord? Donc, le template, on le trouve dans le app component.html. La classe et les métadonnées, on les trouve dans le app component.ts. Donc, comment créer un component? Donc, pour pouvoir créer un component, on va utiliser bien sûr l'invite de ligne de commande, donc Angular CLI, donc ng generate component, et on fournit le nom du component. D'accord? Donc, ng generate component. Donc, on a dit que quand on utilise ng, ça veut dire Angular CLI. D'accord? Donc, generate component, ça permet de générer un component, et ensuite on fournit le nom du component. Bien sûr, il y a un alias plus court de cette commande-là, qui est ngJC. Ça veut dire J pour generate, C pour component, et on doit fournir bien sûr le nom du component. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer automatiquement un dossier avec le nom qu'on a fourni. Donc, on a fourni servers comme nom. Il va créer un dossier nommé servers dans lequel il va rajouter donc vous voyez ici, donc il va rajouter tous les fichiers nécessaires, d'accord? Donc c'est-à-dire un fichier TS, un fichier HTML, le CSS et le spec, d'accord? Donc voilà, donc c'est ce qu'il va faire. Donc il va créer un dossier, et ce dossier-là, il va contenir tout le contenu d'un component. Et bien sûr, il va faire, comme vous lisez ici, il va générer toutes les dépendances nécessaires. Qu'est-ce que ça veut dire, les dépendances nécessaires? Il va aller, ici c'est le server component.ts, il va définir les différentes, le sélecteur, d'accord? Le sélecteur, il va être défini ici. Bien sûr, on peut le changer après. Il va définir le template URL, où le template existe et où les URL de style existent. À part ça, il va aller à appmodule.ts et il va importer le component, d'accord? Il va faire l'importation du component et le déclarer, d'accord, dans la liste des components qu'utilise l'application, d'accord? Donc tout ceci, ça va être fait automatiquement. Bien sûr, si on n'utilise pas CLI, vous pouvez imaginer qu'on doit faire tout ceci manuellement. On doit créer un dossier. Dans le dossier, on doit créer les fichiers du component, d'accord? Et on doit fournir le code à l'intérieur surtout du serveur du fichier component.ts, d'accord? Ce fichier-là, tout ce code-là, donc l'exportation de la classe, le décorateur, les métadonnées, et tout ceci va être importé, doit être fait manuellement. Et à part ça, c'est faire la référence du component dans le ng module, d'accord? Donc l'importation et la déclaration. Donc ici c'est le template. Donc une fois le template est fourni, on peut le rajouter dans le app component, comme ça il sera affiché. On va voir ceci. On va voir ceci après. Hein. Donc ici c'est le décorateur qui va fournir les métadonnées, et entre autres il y a le sélecteur et le style template. Voilà. On va voir tout de suite comment ça va se passer. Donc on va reprendre notre application et on va créer, donc ici on veut créer un navbar par exemple. Si on souhaite créer un navbar, où est-ce que, donc ici on souhaite rajouter un navbar tout en haut, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va générer le component, d'accord? Donc on va générer le component. Donc ici dans l'invite de commande, on lance la commande ng generate component, donc Component. et on donne le nom du component. Par exemple, on va dire que c'est Navbar. navbar, par exemple, d'accord? Ou bien on peut le faire rattacher, hein? Donc navbar. Donc bien sûr, on peut écrire uniquement la syntaxe raccourci ngJC, donc generate component, pour qu'il va nous créer le component. Voilà, donc Rolly, il est en train de créer les 4 fichiers
d'accord? Puis, il a fait l'update du app-module.ts, d'accord? Donc ici, on a un dossier qui s'appelle navbar. Dans ce dossier-là, il y a les 4 fichiers du component, d'accord? Voilà, donc c'est le fichier navbar.component.ts, d'accord? Et ensuite, il y a le app module, d'accord? Donc le app module, il y a fait l'importation du component et il l'a déclaré dans la liste des components, d'accord? Donc comme ça, ce component-là, il peut être utilisé dans l'application, d'accord? Donc ce component-là, donc le navbar component, donc le template, comment on peut le référencer pour l'intégrer dans le template? On doit l'ajouter dans le app component. On a dit que toute l'application, tout component, pour qu'il soit affiché, il doit passer par le app component, que ce soit directement ou indirectement. On peut mettre un component dans un autre component et le deuxième, on le rajoute dans app component. D'accord? Donc, mais tous les components, pour qu'ils soient affichés, ils doivent passer par le app component. D'accord? Donc ici, avant le Jumbotron, je vais faire appel au navbar component. Comment je peux faire appel au navbar component? Je vais sur navbar-component.ts et chercher le sélecteur. D'accord? Donc, le sélecteur, c'est l'élément qui permet de faire appel au component. D'accord? Donc, je vais chercher le sélecteur qui est app-navbar. Et ici, je vais créer une balise avec ce component-là. D'accord? Donc, app navbar. Donc, lorsque j'enregistre, mon application, elle va charger et je peux voir que le navbar works. D'accord? Donc, c'est exactement le contenu du template. D'accord? Donc, le template du navbar, il contient navbar works. D'accord? Donc, c'est bon, l'intégration est faite correctement. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. D'accord. Oui. Est-ce que vous êtes en train de travailler en parallèle avec moi ou juste vous êtes en train de suivre et... Oui, oui, Hein? Moi, personnellement, je suis en train de oui. suivre. En parallèle. Juste suivre, monsieur. Après, on va essayer. D'accord. Ben, Ça sera mieux. On va faire. exactement. Donc, vous avez le choix en tout cas. Je ne vous oblige pas à me suivre directement ou bien euh, euh, de reprendre les actions que je suis en train de présenter en même temps. Vous pouvez le faire après. Ensuite, en plus, vous avez les vidéos. Donc, vous pouvez revenir sur les vidéos et si quelque chose vous a échappé, vous pouvez la reprendre. Donc, ici, je vais sur le site GetBootstrap. Sur les exemples, je vais prendre un navbar. D'accord? Donc, je vais prendre un navbar. Par exemple, ici, il y a la liste des navbars. Par exemple, on va prendre expand at md. Donc, afficher le code source. Voilà, donc c'est le code source de la navbar. Donc, je vais le copier. Je vais aller sur le template du component. D'accord? Donc, je vais aller sur le template du component et sur ce template-là, je vais coller le code. Bien sûr, si je colle le code et je reviens sur l'application, je peux voir que c'est bon, il prend en charge le code. D'accord? Donc, je vais chercher un autre. C'est mieux. Donc, je vais aller sur la documentation. Je me rappelle bien qu'il y en a un autre plus... Navbar, je crois, ici, oui. Voilà, donc je vais prendre ce code-là. Hein. Donc, je vais copier. Voilà. Voilà. Ben, donc, dans le appcomponent.html, donc, en dessous du navbar, je vais rajouter un div avec les classes container. Hein. Classe container et py3. Oups, CTRL Z. Voilà. Donc,
Ctrl+Shift+P, Beautify. Bien. Donc, voilà. Donc, le App Component, c'est bon, ça marche. Donc, le navbar, ça marche. Donc, juste, je vais modifier un peu le navbar. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, ULT phone store. Je vais commenter la liste du menu. Je vais supprimer la barre de recherche. Je vais garder juste le bouton, c'est tout. Donc, ce bouton-là, je vais écrire checkout, tout simplement. C'est pas un website. Voilà. Donc, checkout. Success, je suis plutôt pour primary. Voilà. C'est plus beau comme ça. Ben, donc, on peut rajouter par exemple material icons. Material icons. Getting started. On va pas l'installer avec npm, on va juste faire le... Préciser le lien. Donc j'ai fait une recherche sur Google material.io tout simplement. Web getting started. Je vais juste, Bon, monsieur. je vais juste chercher le CDN, c'est tout. Le lien CDN. Voilà, donc juste, c'est le link href. Pardon? Est-ce que... j'ai cherché juste sur Google, d'accord? Material.io. Je suis allé sur, donc lorsque vous allez sur material.io, vous allez sur Get Started. Donc dans la partie Get Started, vous allez sur Web. D'accord? Il vous dit que vous pouvez commencer par le setup ici. Donc j'ai cliqué sur ce lien. Il m'a amené sur cette page-là. D'accord? Donc, et j'ai juste copié, je vais copier celui-là. Hein. Donc dans le head, je vais rajouter ce lien-là. Donc copie. Je vais revenir sur mon application. Dans le fichier index.html, je vais coller le lien de le material icon depuis la CDN de Google. D'accord? Donc, comme ça, je peux utiliser les icônes du Material Design. Donc, je vais sur Icons et je vais chercher Shopping Cart, je crois. Shopping Cart, voilà. Donc, ça va avoir le code suivant. Hein. Donc, je vais copier ce code-là et je vais le rajouter à l'intérieur du bouton. Voilà. Voilà, donc si on revient, on peut trouver qu'il y a voilà l'icône qui est rajoutée sur le bouton. D'accord? Donc ici, on a utilisé la deuxième méthode d'ajout d'une dépendance, c'est ajouter tout simplement un lien CDN. Donc ici, ça va rester toujours sur un CDN, ça ne va pas être une dépendance de l'application. D'accord? Donc, je pense pas que je suis allé trop vite sur... Vous voulez que je fasse un petit récap sur ce que j'étais en train de faire? Ou c'est bon? C'est bon. C'est bon, monsieur. Parfait. C'est bon, monsieur. Parfait. Ben.
Voilà, donc après, on va créer les différents liens de ce projet-là. Ben, donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est, on a fini normalement avec l'installation de Bootstrap, on a fini avec comment ça marche, et C'est bon, monsieur. c'est bon, ça va, très bien. Donc, les components, on en a fini aussi. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, ULT, après les components data binding. Donc avant le data binding, je vais essayer de préparer le projet. Avant ceci, j'ai oublié d'utiliser GitHub. Hein. Donc je vais essayer de référencer, de vous donner le code source de ce que je suis en train de faire sur GitHub. Hein. Donc je vais créer un nouveau repo sur GitHub. Donc je vais l'appeler ULT 2020 groupe B. D'accord. Donc normalement c'est identique. Groupe B. Voilà. Donc ça marche. Donc ça va être public. Je ne vais pas ajouter tout ceci. Donc create a repository. Ouais. Donc on va rajouter remote sur notre projet. Et on va faire le push du master. J'ai pas fait de commit, je crois. J'ai pas fait de commit. Git add point git commit -m first commit, voilà, et git push. Voilà. Donc comme ça vous aurez la correction sur GitHub, vous aurez le code source, c'est-à-dire c'est pas une correction, le code source de l'application sur GitHub. Hein. Voilà. Monsieur, on peut utiliser GitHub Desktop? Oui, vous pouvez le faire. Personnellement, je ne l'ai jamais essayé. J'utilise toujours l'invite de commande. Mais je pense que ça donne une interface graphique, je crois. Tu le fais avec les boutons. Hein, c'est ça? Ah, c'est Bon, ce que je vous propose, par exemple, au lieu d'utiliser GitHub Desktop, c'est d'utiliser le plugin de VS Code. Donc, dans VS Code, il y a le source control. Il est intégré avec VS Code. Donc, vous pouvez, s'il y a des changements, il va les détecter. Si, par exemple, je fais n'importe quel changement, je vais rajouter ici H1. Il va vous dire qu'il y a le fichier index qui a été modifié. D'accord? Vous pouvez écrire le commit ici et faire la validation. Ensuite, vous pouvez faire le push. Ici, il va vous donner des flèches où vous pouvez faire le push. Donc ici, vous n'avez pas de modifications qui ont été committées, mais si je fais commit maintenant, il va me donner la possibilité de faire le push avec le bouton là, ou vous pouvez ajouter le git lance. Donc le git lance, c'est une extension de Git de VS Code qui permet de voir tout l'historique des modifications. Il va vous donner les branches, donc tout ce que vous aurez besoin. Donc il va être sur une interface graphique. D'accord? Donc je suis sur le master, un fichier changé, ainsi de suite, les différentes étapes, vous pouvez le faire ici. Donc, si vous voulez utiliser ceci, ou bien
si vous voulez télécharger GitHub Desktop, donc vous pouvez le faire. Personnellement, je ne l'ai jamais essayé GitHub Desktop, donc je ne peux pas donner mon avis sur ça. Mais je pense que l'extension de VS Code, c'est plus efficace, je crois. Et l'idéal, c'est de travailler avec les commandes. Donc, l'idéal, c'est de travailler avec les commandes. Mais si vous voulez utiliser une interface graphique, vous êtes libre. Donc, je vais essayer de préparer le projet pour qu'on arrive à le faire. Donc, ce que je vous demande pour la prochaine fois, dans vos projets, vous pouvez créer un projet, le rajouter sur GitHub, d'accord? Donc, si vous allez sur GitHub ici, donc chaque groupe, il va créer un projet, d'accord? Un projet Angular propre à son projet. Et vous devez le rajouter faire le push sur GitHub. Vous devez ajouter vos amis comme des contributeurs, donc le reste de l'équipe, c'est-à-dire vous l'ajoutez ici, donc je crois à chaque fois j'oublie manage access, je crois. Je dois fournir le mot de passe. Manage access, voilà, donc invite to collaborate. Donc ici, on peut, si vos camarades ont déjà des comptes sur GitHub, donc vous pouvez les appeler par leur nom, d'accord? Par exemple, j'appelle quelqu'un qui s'appelle Ed, par exemple, pour l'ajouter sur, je connais le nom des coéquipiers, ou bien s'il n'a pas déjà un compte sur GitHub, vous pouvez lui envoyer un email. Donc, vous pouvez juste fournir son email ici et GitHub, il va se charger de lui envoyer une invitation par email pour qu'il crée un compte et vienne contribuer au projet. D'accord? Donc, vous devez donner accès à vos camarades comme contributeurs pour pouvoir travailler sur votre projet. D'accord? Et vous pouvez commencer à créer vos premiers components. D'accord? Vous pouvez commencer par créer un navbar, par exemple. Vous pouvez aussi diviser le travail, qui va travailler sur quoi, d'accord? Et vous pouvez commencer à créer les premiers components, essayer de jouer un peu avec les components, comment intégrer un component dans un autre, d'accord? Et au fur et à mesure qu'on avance, on va voir comment écrire des données dans un component et faire toutes les manips avec les directives, les data bindings, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est... Bien sûr, après, si vous devez travailler avec les branches, je crois. Après, vous devez, comme on a expliqué lors de la séance du GitHub, vous avez le choix de faire des branches. Donc, c'est la méthode conseillée. Hein. Donc, ce n'est pas conseillé de travailler tous sur le master. Donc, vous devez créer des branches. Chacun crée une branche pour une fonctionnalité. Lorsqu'il la développe, c'est bon, ça marche. Il peut l'intégrer dans le master et faire une autre branche et ainsi de suite. D'accord? D'accord. Ben, juste, je vais continuer à faire la config du projet pour qu'il soit prêt pour la prochaine fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Dans le produit. Donc, je vais créer dans le dossier app. Donc, dans le dossier app, je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler stock.ts. D'accord? Donc le dossier, ce fichier-là, stock.ts, il va contenir la liste des produits sur lesquels je vais travailler. D'accord? Donc ici, je vais exporter une constante qui s'appelle products. D'accord? Donc products. Bon, ça va être un tableau d'objets. Hein? Donc je vais coller
le code directement pour éviter la perte. Je vais, voilà. Donc ici, j'ai collé des objets qui permettent Beautify, non. Voilà. Donc ici, ce fichier-là, il va nous être utile au début comme étant un fichier qui va remplacer le serveur. D'accord? On ne va pas pouvoir utiliser le backend au début. On va utiliser ce fichier-là comme référence. On va lire à partir de ce fichier-là. Et après, en avançant dans le module, on va créer la partie backend et on va transporter tout ceci dans le backend. Il va être servi comme étant bien sûr des API. Bonjour, monsieur. Bonjour. Groupe 1 ولا 2 مازال جروب B. قريبا مازال معناها من 8 ل 10 ما قريبا فاتش. نكمل. Ouais. Ben, voilà. Donc, ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est qu'on va créer un module qui va permettre de gérer le stock. D'accord? Donc, ce fichier de stock-là qui contient la liste des produits, chaque produit avec son nom, son prix et sa description. Donc, je vais devoir remplacer product name. Donc, je vais le mettre tout en anglais. Comme ça, c'est plus efficace. Donc, product name et prix. Je vais le remplacer par price. Et description, ça va rester la même. Bien. Donc, ici, on a pour chaque produit son nom, son prix et sa description. D'accord? Et on va pouvoir les afficher et les manipuler dans un module à part. D'accord? On va voir comment créer un module, comment créer un routage pour naviguer entre les modules et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, la prochaine fois. D'accord? Voilà, donc je vous remercie pour votre présence et votre attention. Donc, vous savez ce que vous devez faire pour la prochaine fois. Donc, je vais poster un message sur l'espace de cours sur Google Classroom pour vous donner ce que vous devez faire pour la prochaine fois. Donc, je récapitule. Vous devez créer un projet GitHub. Vous devez l'ajouter sur GitHub, d'accord? Un projet Angular, l'ajouter sur GitHub. Ensuite, vous ajoutez vos amis comme contributeurs et vous devez commencer à créer les premiers components, d'accord? Vous pouvez créer un component, par exemple, de navbar comme j'ai fait maintenant et chacun, il peut essayer de faire une schématisation, par exemple, de sa conception de l'application, de sa partie. Donc, vous devez vous diviser les tâches, qui va travailler sur quoi, d'accord? Et tout ceci, bien sûr, ça doit exister sur le dashboard sur Trello, hein, d'accord? Donc, voilà, donc c'est ce que vous devez faire et je vais éclaircir ceci avec plus de détails dans le post sur Google Classroom. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions. Monsieur. Oui. بعثنا لك ميل آخر مرة على بروبو البروجي معناها. شكون؟ حاضر عندي فما ان سول ايميل ما زلت ما حليتوش اللي هو من عند لا تا محمد العربي تلقاه خالد عاشوري واسكندر. على حكاية ايونيك محمد وخالد. اي اخر مرة محمد العربي قال لي رانا بطلنا مانيش باش نخدموا بايونيك. اي انا قلت لك بطلنا عليه على البروجي معناتها سافا نجموا نبداو فيه معناتها ولا. هو البروجي نتاع التندر. اي نجموا تبداو اي بيان سور. لا خاطر في الجوجل شيت مسؤولي حطيتها مش محطوط البروجي نتاعنا هذاك علاش.
والله تو نعمل ابديت بخير كي ذكرتني. انا في بالي جوست مسيو ايوه نرجع له محمد عربي تنشوفه ان شاء الله. باهي داكور دونك. مسيو عطيتك ميل ابارامون ما خليتوش. لا ايمان قريته ما خليته مسكر بالذمه باش نسالك، خاطر بعث لي ميل فيه دو بيرسون برك، انت وايناس. اي انا j'ai dit dans la recommandation que les groupes doivent être entre 3 et 5 personnes. اي مسيو احنا ما نجموش نخدموا مع بعضنا. وانا زوز ماذا بيا يكونوا مينيموم دي جروب دو 3 pour minimiser من بعد الوقت نتاع ليفالواسيون. مسيو الحق نحبوا نبداو وحدنا معناتها. نحب واحد نحطوا البيزكس نتاع كل شيء. Donc déjà vous êtes en retard, vous avez raté le premier deadline. Donc essayez de faire le travail d'ici le samedi prochain. Hein. Donc عندكم dashboard sur Trello ما زلتوا ما عملتوش et bien sûr le travail que je viens de mentionner aujourd'hui. اي مسيو ما عادش باش نعملوا روتار ان شاء الله باش نعمل انتم le retard est dû à quoi? Est-ce que عملتوا الانسكريبسيون مؤخر والا انتم ما دخلتوش؟ ستاج عملناه مؤخر مشيو خاطر عملنا الفاليداسيون دو ستاج. اذا كان تجيب جوستيفيكاسيون اللي عملت الانسكريبسيون بعد الدات نتاع الديدلاين، دونك ما تكونش فما اون سانكسيون. معناها انتم نورمالمون تو vous avez raté un deadline et les deadlines c'est noté, d'accord. Donc اذا كان تجيبوا اون جوستيفيكاسيون اللي انتم عملتوا الانسكريبسيون بعد الديدلاين، دونك السانكسيون هذيك تتنحى. D'accord. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Parfait. Donc, je vous remercie le groupe B pour votre présence et votre patience. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour samedi prochain à la même heure. Hein. Merci bien. Merci. Bonjour groupe A. صباح النور. Bonjour monsieur. Bonjour. Salam alaikum. Donc juste, je vous demande de m'accorder quelques minutes pour reprendre le souffle, s'il vous plaît. Hein. Donc je vais tout d'abord arrêter ça à l'enregistrement aussitôt.